Tout me semblait changer. Les gens qui avaient perdu l'habitude de me haïr me saluaient comme jamais. Mon visage leur rappelait peut-être quelque chose d'un passé identifié, mais lointain, et comme estompé par le voile des années. Ils ne savent plus qui je suis. Ils m'ont oublié. Il existait même une classe entière d'écrivains, en dialecte ou pas, mais locaux à coup sûr, et qui écrivaient des choses intéressantes. Le pays semblait avoir quelque chose à dire. Que me restait-il de ce Franceschetti? Je le voyais toujours comme un gosse timide, un péteux même. Et je suis sûr qu'il n'avait même pas baisé avant de passer son bac, c'est-à-dire à l'époque où je l'avais eu moi comme élève. En mémoire, c'est bien cette image qui me revenait. Les filles qui se foutaient de lui et les autres types qu'il faisait tourner en bourrique. Yannick! Pourquoi tu deviens tout rouge? Pourquoi tu parles jamais? Oh, ça te plairait de voir une moule? T'en rêves la nuit, hein? Les deux que tu dois taper! Oh, Yannick! C'est qu'un vrai con! Non, la vie de Franceschetti n'avait pas dû être toujours facile. Ça ne m'étonnait pas qu'il se soit réfugié dans les délires virtuels. Il avait reniflé d'assez près, depuis tout jeune certainement, le goût de merde de la vie pour aller chercher refuge dans le rêve et l'abandon dans les mathématiques. Il aurait pu être poète ou artiste un peu maudit sur les bords, mais il n'avait aucun talent pour la littérature. C'était une espèce d'erreur de la nature, avec seulement dans le cœur une sensibilité pour percevoir l'ordure humaine, mais rien pour développer cette sensibilité et faire qu'elle se transformât en quelque chose qui lui fit du bien, qui lui apporta un simple moment de bonheur. Tout était en ordre. Il était luthier, c'est-à-dire d'après le dictionnaire, quelqu'un qui s'occupe de luth et de violon. C'est son métier. Il les fabrique, les répare, les vend. Il sait tout à leur sujet. Moi, je ne sais à peu près rien sur ce sujet-là, ou juste ce que je viens de vous en dire, mais je n'en saurai, je pense, jamais davantage, parce que franchement, les instruments anciens, la passion des sonorités rares, les obscurs ateliers de confection des artisans musiciens, les groupes qui remettent au goût du jour les vieilles mélodies des temps les plus oubliés, tout ça, je veux dire moi, ça me rend malade. Si à partir des années 50, des types comme Chuck Berry ou Jerry Lee Lewis se sont fait chier à inventer le rock'n'roll, si des types comme... Si les groupes comme les Doors, les Rolling Stones ont avalé les substances qu'ils ont avalées pour trouver la force d'affronter le monde et de l'irradier, si Jimi Hendrix a su faire corps comme personne avec une guitare électrique, si je ne sais pas moi, des types comme Dylan se sont dressés contre la guerre du Vietnam, ou si Woodstock a pu exister avec des milliers de queues à l'air libre qui exprimaient leur joie de vivre des temps nouveaux et l'inéluctable déclin des générations de vieux cons, si le rhythm and blues, la soul, la pop, le disco, le rap ou la techno ont pu naître et se développer, si le monde enfin a pu donner souffle à un tel renouveau, à une telle modernité, c'est certainement pas pour que je me fasse emmerder un jour par un luthier. Dans cette taverne du village, il faisait sombre. Le local puait la sueur alcoolisée. Il y avait ce type au milieu avec sa femme. C'était des pinsoutes, ça se voyait à leur gueule. Et des victimes potentielles, ça alors je le vois tout de suite à l'allure. Qu'est-ce qu'il voulait? Ils n'avaient donc pas vu que ce comptoir était à nous. Ils n'avaient donc pas compris que ce territoire, on le défendrait de toutes nos forces. Il restait là, au milieu, heureux et souriant, le type où accroché à un verre en train de faire la tronche, et désillusionné à moitié absente, la femme. Ils étaient en fait tous qui ne devraient jamais débarquer chez nous. Et pour eux, dans toutes les agences de voyage du continent, il devrait y avoir un type, un psychologue, pour évaluer leur cas et leur expliquer les choses. Et leur dire de ne pas venir chez nous, qu'ils ne savent pas tout, qu'il y avait d'autres destinations mieux adaptées, plus tranquilles, la Suède, la baie d'Arcachon, le Groenland. Et c'est là que le luthier a commis une erreur. Je veux dire que je l'avais quand même remarqué, ça faisait une demi-heure qu'il nous guettait, il nous a fait un sourire quand il nous a entendu chanter. Nous devions certainement représenter l'image du folklore que les agences de voyage lui avaient vantée. Alors, comme François-Marie lui avait tourné le dos, il s'est adressé à moi. Il m'a dit qu'il était luthier, que la musique lui plaisait. Moi, j'ai répondu que les pinsoutes, je ne pouvais pas les encadrer. Qu'ils avaient pris tout le pays. J'ai dit que ce comptoir, il peut crever avant que je lui laisse. Je lui ai dit de faire très attention parce que ce morceau de comptoir était vraiment le dernier lopin de territoire sacré et je le défendrais comme un chien. Alors, tu t'es engueulé avec ton abruti de mari? Ouais. C'est un con. Je peux plus le voir. Pourquoi tu es venu en vacances avec lui? Jette-le si c'est un con. Il traîne ici, t'amuser et d'en profiter. En plus, il te ridiculise. Regarde un peu comment le traitent mes amis. Ah ça, pour nous ridiculiser, c'est le plus fort. Il est bon qu'à ça. Jette-le, je te dis. Tu n'as rien à faire avec lui, ça se voit tout de suite. Tu vas ruiner ta vie pour une merde pareille. Une femme comme toi. Mais je fais ma vie, hein, je me fous de ce qu'il fait, de ce qu'il pense. De toute manière, il le sait. Hein? Et qu'est-ce que tu fais? Tu baises? Oui, heureusement. Ah là là,
Et le luthier était comme un cadavre, il me semblait déjà mort. Il me semblait voir déjà la corde accrochée à son cou et son corps qui se balançait dans un salon, dans une maison froide d'un village du Jura. Je me suis dit que j'étais un type extraordinaire, que je rendais service, que c'était à lui que je rendais service, puisque jusqu'ici, il n'avait jamais eu la force d'en finir, et à la terre entière qui a suffisamment de croix à porter, et que je rendais service aussi à la musique, parce qu'il y a quand même autre chose à entendre que le luth et le violon. Et une voix parlait maintenant dans ma tête, et elle s'adressait au luthier et lui disait: tu l'as cherché, c'est ça que tu voulais, il fallait partir tout de suite, tu ne sais pas où tu as débarqué, ici nous ne sommes pas de braves gens. Le goût que j'aurais pour la solitude. Je ne sais pas, Franceschetti. Je ne crois pas avoir de goût pour la solitude. J'ai plutôt une répugnance terrible pour le groupe, oui. Un jour, il m'est devenu insupportable de partager la vie du groupe. Je crois que ça s'est passé comme ça. Et je vais vous en parler. Peut-être est-ce d'ailleurs la première fois que j'en parle. Je passais alors mon temps en réunion débile, cachée que nous étions dans le maquis pour discuter de notre révolte. Et je dis révolte parce que la pudeur m'interdit ici de parler de révolution. Et nos réunions étaient les réunions les plus indigentes pour parler au niveau culturel, intellectuel qu'on puisse se figurer. Il y avait avec moi, je le confesse, les êtres les plus niais et les plus bêtes qu'il m'ait été jamais donné de rencontrer. Un jour, sans prévenir, et d'ailleurs c'était une nuit, comme toujours, nous sommes entrés cagoulés dans la maison d'un type, un commerçant, un halogène que nous haïssions et que nous savions riche, ouais, un vrai Richard, sans lui dire ni bonjour ni merde, et profitant de la terreur que notre surprise inspirait à cet homme, on lui a mis un coup de crosse dans les dents et le type s'est affalé sur son salon. Et ce n'est que là que j'ai entendu hurler sa femme et ses enfants. Le type a tenté de se redresser, allez savoir pourquoi, moi, sa résistance et ses hurlements terrorisés et fous, les pleurs de sa femme qui se pliait sur place en levant les mains et en criant comme pour nous supplier, moi, cette dinguerie collective m'a mis dans une rage terrible, et avec toute l'énergie qui était alors la mienne, j'étais jeune et sportif, j'ai mis un coup de boule extraordinaire et d'une puissance que je ne me connaissais pas, ce type. Je n'ai entendu que le bruit de l'os nasal qui cassait et ses cris. Il est parti en arrière pour cesser de tomber de souffrance, les deux mains sur le visage, et je crois qu'en même temps, sa femme est tombée à genoux. Les enfants, je ne sais pas, je ne veux pas m'en souvenir. Nous étions une bande terrible. Nous faisions peur, il fallait être violent. La chose était théorisée, le plus violent possible pour terroriser et faire que nos ennemis, nos victimes, payent l'impôt. Alors on l'a fini, celui-là, à coups de pied. 20 ans ont passé. Cette scène, parfois, il me semble qu'elle s'est déroulée dans une autre vie. Je crois qu'il me reste en fin de compte peu de choses de cette saloperie dont je parle. Je crois que je pourrais dormir du sommeil du juste si je ne m'en tenais qu'aux faits eux-mêmes, parce que franchement, il m'en reste si peu en mémoire de ces faits. Il ne me reste presque plus rien, non. Mais il me reste plus important. Moi. D'ici 10 ans, je passerai tous les soirs à 7 heures chez Bruno. Je me retrouverai avec 2 ou 3 poivreaux de mon espèce. Un vieux pinsouti dont personne ne connaîtra le nom sera là, au rouge, et personne ne lui demandera jamais pourquoi et comment il a débarqué pour prendre racine ici. Il fera partie des meubles. Il y aura aussi Hyacinthe, ou un autre vieux copain qui n'aura pas su trouver sa voie. Peut-être discuterons-nous de banalités, des derniers attentats, l'insécurité croissante, des bougnoules qui s'emparent du quartier. Nous dirons que nous ne sommes plus chez nous, qu'il n'y a plus de jeunesse, qu'il n'y a plus que du putanisme à la télévision, et que ce serait bien qu'il pleuve dans la quinzaine, comme ça, pour les champignons. Quand on a vécu comme j'ai vécu, il y a quelque chose d'inéluctable qui doit arriver.